Un coworking de cette salle confortable, on est pas mal là. Merci à Actionnel de nous réunir et merci à vous tous d'être venus nous écouter si matinalement. Alors on est là pour parler création d'entreprise. Si vous êtes là, a priori, c'est qu'on a tous un point commun. Soit on a créé sa société, soit on est sur le point de la créer, ou on y réfléchit en tout cas à main levée. Là, qui est en phase de création ici? Pas mal. Et qui a créé depuis peu de temps? Parfait. Donc normalement, ça devrait vous intéresser. Donc, nous, quand on a créé notre entreprise, on a tous eu des questions juridiques, des questions financières, des questions sur notre prévoyance, sur notre retraite, sur comment faire quand on monte sa structure. Et donc, du coup, on s'est dit qu'on allait réunir une brochette d'expertes pour répondre à vos questions. Donc, on a Sophie qui viendra nous parler expertise comptable, Florence qui viendra nous parler forme juridique des sociétés, et Eva viendra nous expliquer comment protéger sa famille, Raphaël viendra parler prévoyance et retraite. Enfin, je parlerai un petit peu de communication et de visibilité sur le web. Donc, en gros, on va vous faire un petit scénario d'un chef d'entreprise qui rencontre différents experts et qui nous pose des questions. Ça va être un petit peu descendant pour la première partie de la présentation. Et vous aurez l'occasion de poser des questions à la fin, de nous interpeller sur des sujets qu'on n'aurait pas abordés. Vous avez les coordonnées de toutes les intervenantes sur le tableau. Vous les avez aussi sur des slides avec un petit QR code qui vous permet d'aller directement sur leur site si jamais vous voulez les contacter en privé pour plus de détails. C'est tout bon pour tout le monde? On y va? Allez, go. Tac. Sophie. Bonjour Sophie. Bonjour. Alors, Sophie, moi j'aimerais bien créer mon entreprise. Mais alors par contre, je ne sais pas du tout par où commencer. Qu'est-ce que je fais? Alors déjà, pour commencer, il faut étudier la viabilité de ton projet. Qu'est-ce que ça veut dire la viabilité? Ça veut dire tout simplement, est-ce que c'est rentable? Est-ce que tu peux sortir le revenu que tu souhaites tirer? Et donc pour démarrer, alors, il y a plusieurs façons de faire. Donc soit on liste les charges et on en tire le chiffre d'affaires qu'il faut faire. Mais le mieux, je pense, c'est plutôt de partir du chiffre d'affaires, donc faire cette fameuse étude de marché qui est si longue et si fastidieuse à faire, mais qui me paraît très importante, surtout si on va chercher d'argent auprès des partenaires, pour les banques, qui vont nous demander mais comment vous faites votre chiffre d'affaires. Donc ça, c'est vraiment le départ. Viabilité de projet, est-ce qu'on arrive à vivre du projet? Donc tu veux dire que d'abord, il faut que je sache quel salaire j'ai envie de me verser ou combien d'argent j'ai envie de gagner avant d'aller fixer mes tarifs ou avant d'aller démarcher des banques. Eh bien, je pense que c'est une façon de voir les choses. Parce que, alors, en général, souvent, donc j'ai eu souvent des créateurs d'entreprises en face de moi, souvent on bénéficie des 2 ans de Pôle emploi, donc ça permet, en fait, c'est ces 2 ans-là qui vont permettre un petit peu de tester le projet et de voir si à la fin, on arrive bien à cette rémunération, au moins de base, sur la 3e année. Donc, quand je vais aller chercher mes partenaires, mes banques, bonjour, bienvenue. Installe-toi, Rebecca. Quand je vais aller chercher mes partenaires, qu'est-ce qu'ils vont me demander? Ils vont me demander mon étude de marché détaillée, ils vont me demander une... Alors, donc ça dépend des banques. Donc souvent, ils vont demander évidemment un business plan. Mais j'allais dire, c'est un peu facile de mettre des chiffres parce qu'un business plan, on peut partir d'une liste de charges qui est plutôt facile à faire. Il y a toujours des charges récurrentes, du loyer, du logiciel, ça dépend du type d'activité. Et ils vont nous demander le chiffre d'affaires, il va falloir le décortiquer. Donc si la banque est sérieuse, moins vous avez d'argent, plus il faut expliquer le chiffre d'affaires. Ça va dépendre du prêt qu'on cherche à avoir. Mais effectivement, la banque, elle va vraiment demander comment vous faites le chiffre d'affaires et justifier la rentabilité de l'entreprise. Et au niveau du démarrage, alors une fois que ça y est, c'est bon, j'ai des sous, je me lance. Est-ce qu'il y a des choses auxquelles il faut faire attention au niveau du démarrage, mettons sur les 2-3 premières années de vie? Comment tu vas pouvoir m'aider à vérifier que je suis bien dans les clous? Alors, ce que je propose, alors moi et d'autres confrères, c'est sur cette phase de démarrage, donc ces 2 ans, j'allais dire un petit peu critique de phase de test du projet. L'idée, c'est de faire un prévisionnel qu'on regarde très régulièrement. Donc ça, c'est une des prestations que je propose. On fait le prévisionnel, éventuellement, on va chercher ensemble l'argent auprès de la banque, et ensuite, on le vérifie tous les trimestres, qu'on est bien dans les clous par rapport à ce qu'on a prévu.
pour identifier les décrochages. Est-ce qu'on n'a pas le chiffre d'affaires attendu? Est-ce qu'on n'a pas la trésorerie attendue? Est-ce que les charges sont trop élevées par rapport à ce qu'on a prévu? Donc l'idée, je ne peux pas répondre à toutes les questions. Si c'est un problème de prospection, je peux renvoyer vers quelqu'un qui pourra nous aider. Mais l'idée, c'est d'identifier les problèmes, de chercher des solutions et soit de réajuster le prévisionnel, soit d'aller chercher ce qui manque, trésorerie, chiffre d'affaires, au besoin. Donc en gros, mon expert comptable, ça va être vraiment quelqu'un qui va m'accompagner pas seulement une fois par an pour faire mon bilan, mais vraiment à toutes les étapes de ma création. Alors c'est vrai que ça dépend de la mission. C'est vrai que l'expert comptable, on fait surtout appel à lui pour monter la liasse fiscale. Enfin, traditionnellement, c'était pour remplir les obligations fiscales. Comme on dispose de la donnée comptable, on peut utiliser cette donnée justement pour cet accompagnement. Vraiment, surtout dans cette phase de démarrage, où là, on peut arriver, je dirais, après 2-3 ans, à un genre de vitesse de croisière, et là, on amorce encore une autre phase du développement. Alors, du coup, si je viens te voir en tant que porteuse de projet, comment va se passer notre collaboration dans les différentes étapes? Comment on va pouvoir fixer des rendez-vous réguliers? Oui, alors, ce qu'on va faire, donc, on se voit une première fois donc, sur le premier rendez-vous. Si on décide de travailler ensemble, on va rédiger une lettre de mission, effectivement. On va définir les prestations, signer le contrat. Une fois que c'est fait, donc, là, on prévoit des rendez-vous tous les trimestres sur l'exercice en cours. Et évidemment, celui après la date de clôture pour présenter le bilan. Sachant que normalement, pour ce rendez-vous, le bilan, on le connaît déjà, puisque ce sera tout au cours de l'exercice. On va plutôt préparer l'exercice nouveau. L'accompagnement avant-pendant, donc la phase de on rédige la lettre de mission. Donc pendant, en fait, on se voit tout au long de l'exercice. Après, on retourne un peu sur la mission traditionnelle où on présente le bilan, on dépose la liasse fiscale, mais c'est ça, c'est des obligations déclaratives qui, à mon sens, n'ont pas vraiment d'intérêt dans l'analyse. Mon apport, ça va être plutôt cet accompagnement au développement sur l'année. Et donc, du coup, par exemple, est-ce que tu peux m'aider, moi qui suis en phase de création, à choisir la meilleure forme juridique pour ma société? Est-ce que ça fait partie de tes compétences également? Alors, ça en fait partie, mais j'aurais souvent besoin d'un avocat en droit des affaires pour ajuster le statut juridique. Bonjour. Et donc, c'est là qu'on intervient. Eh bien, entrez, n'ayez pas peur. Installez-vous, je vous en prie. Donc pour la forme juridique, je peux accompagner, mais j'ai souvent besoin des compétences d'un avocat comme Florence. Et merci beaucoup, Sophie. Merci. Alors Florence, bonjour. Il paraît que tu peux m'aider à y voir plus clair en termes de forme juridique d'entreprise et différents types d'entreprises. Alors pour l'instant, moi, je voudrais créer toute seule. On m'a parlé d'entreprises individuelles, mais j'ai peur de ne pas être crédible auprès de mes partenaires, auprès de mes fournisseurs, si j'ai une entreprise individuelle. Qu'est-ce que tu en penses? Alors l'entreprise individuelle, c'est une seule personne. Elle a ce mérite d'avoir une grande souplesse, avec peu d'obligations comptables, et puis peu de frais de fonctionnement. Les bémols de l'entreprise individuelle, c'est la protection patrimoniale du dirigeant. Même s'il y a eu une réforme au mois de février de cette année qui augmente un peu la protection, il faut savoir que l'entrepreneur individuel est toujours responsable sur son patrimoine privé de dettes du type taxe foncière et URSSAF. Et puis, il y a le deuxième bémol, c'est la crédibilité au niveau de la recherche de partenariat et la crédibilité au niveau des banques. Voilà. L'entreprise individuelle, c'est bien. Quand on veut faire un projet où on n'a pas à court terme, on ne veut pas se développer de façon importante. Alors du coup, si je suis toute seule et que je ne veux pas être une entreprise individuelle, qu'est-ce que je peux faire? On va parler d'une SASU aussi. Alors, les sociétés unipersonnelles, elles sont de deux types. Il y a le URL et la SASU. Ça inclut différents. En fait, le URL et la SASU, ça peut être dérivé. Vous pouvez intégrer des nouveaux associés. L'avantage, c'est que ce type de société peut évoluer sur le long terme et vous
pouvez garder la même société en intégrant de nouveaux associés. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est qu'après, il faut savoir ce que vous voulez. C'est à vous de réfléchir aussi. Savoir si vous voulez conserver un statut d'indépendant. Il faut savoir que, par exemple, un président de SASU ou de SAS, il est comme un salarié. Voilà, il relève du même régime social, il a les mêmes déclarations qu'un salarié. Là, c'est le seul bémol, c'est qu'il n'a pas droit aux ACP. Le gérant de SARL, par contre, il est travailleur concerné. Et donc, le travailleur concerné, eh bien, il n'a pas les mêmes protections sociales. Donc, ça veut dire que vous serez à même de prendre de nouvelles protections sociales, mais vous verrez ça tout à l'heure avec Raphaël. L'autre point, c'est que dans une SARL, tout est très, très cadré par la loi. Dans la SASU, vous pouvez faire à peu près ce que vous voulez. Vous pouvez mettre les clauses que vous voulez. Et suivant les relations que vous avez avec vos associés, si c'est des associés juste financiers, si c'est des associés qui travaillent aussi dans la société, si ça dépend ce que les gens amènent, vous pouvez de façon assez très libre adapter les statuts de la SAS. Donc pour résumer, une SARL c'est quelque chose d'assez simple et de très carré, alors qu'avec une SAS, on peut rédiger, enfin c'est là où on a vraiment besoin d'une avocate pour rédiger des statuts et y mettre vraiment, les adapter au plus près à ce dont on a besoin. Absolument. Moi j'interviens peu pour les entreprises individuelles, sauf en particulier. Par contre, je suis souvent, mes conseils sont souvent demandés pour rédiger des statuts de SAS de besoins particuliers ou quand il y a des questions qui se posent de relations entre associés. Est-ce que tu veux nous dire un petit mot sur les structures qu'on connaît un petit peu moins, comme la SNC ou la SCOP? Alors, c'est moins courant. La SNC et la SCOP, c'est moins courant. La SCOP, elle est très utilisée pour l'activité agricole. Et la SNC, c'est souvent utilisé pour des holdings. Voilà, c'est vraiment. Enfin, les plus utilisés, c'est la SARL et la SAS. Bonjour. Je vous en prie, installez-vous. Allez-y. Oui, c'est bien ça. Installez-vous. On était en train de parler des différentes structures juridiques des sociétés. Alors, tu as pris un petit peu d'avance tout à l'heure, mais donc, pour bien qu'on comprenne, selon la structure qu'on va créer, le dirigeant n'aura pas le même statut. Pas le même statut social. Le troisième point, je dirais, à voir, une fois que vous avez fait votre business plan, que vous avez choisi votre mode de fonctionnement avec vos associés, si vous en avez, c'est le pacte d'associés. Parce que les associés, parfois, ça peut créer des problèmes. Comment on fait justement pour pas que ça dégénère? Eh bien, il faut que le pacte d'associés, pourquoi est-ce qu'on en crée un? C'est parce que il est confidentiel, il est secret, le pacte d'associés. Il peut être fait avec tous les associés d'une société, ou alors il peut être fait avec juste certains associés. Et là, vous pouvez vous mettre d'accord en groupe d'associés pour édicter certaines règles de fonctionnement entre vous. Des règles de vote, des règles de revente, des règles de sortie et aussi des règles de rémunération. Et du coup, est-ce que en tant qu'avocate, tu peux également m'aider à protéger mon patrimoine personnel et ma famille quand je monte ma société, si jamais ça devait mal tourner? Comment on fait pour être sûr d'être bien protégé là-dessus? Alors, le patrimoine, juste avant, oui. Il y a juste une chose, c'est que au moment de la création, vous allez voir l'expert comptable, vous allez réfléchir, l'une des premières choses à laquelle vous allez réfléchir, c'est le nom. Oui, c'est le nom de la société et la façon dont vous allez communiquer. Et ce qui est très important et fondamental, c'est de regarder au niveau du nom de domaine s'il y en a de disponibles. Et une fois que vous avez trouvé le nom de domaine, il faut aller sur les bases de données de l'INPI, sur les bases de données de société.com, pour regarder si ce nom de domaine, si ce nom commercial est utilisé ou alors
est déposé au niveau de la marque. C'est fondamental, pourquoi? Parce que quand vous allez commencer à communiquer pour votre société, si ce nom commercial est déjà déposé, vous allez avoir un risque d'être obligé de changer. Parce que la société qui a déposé la marque, elle va vous écrire et elle va vous demander de modifier. Et vous n'aurez pas d'autre choix que de le faire. Et ça marche aussi pour les logos. Et ça marche aussi pour les logos. Il faut, effectivement, c'est un point fondamental au niveau de la création. Après, le patrimoine personnel, c'est le régime matrimonial. Le régime matrimonial, c'est les notaires. Si vous êtes chef d'entreprise et que vous êtes marié sous un régime avec un contrat, sans contrat, c'est vrai que le notaire, c'est l'interlocuteur privilégié pour protéger le patrimoine de la famille. Eh bien, ça tombe bien, on en a une ici. Merci beaucoup, Sophie. Pardon, parce que j'ai encore Florence. Bonjour Eva. Bonjour. Alors, maintenant que je suis chef d'entreprise, est-ce que j'ai intérêt à me marier? Est-ce que j'ai intérêt à me paxer? Et si oui, sous quel régime? Qu'est-ce qui est le plus sécuritaire pour ma famille? Alors, le PACS, ça va t'apporter une sorte de statut minimal, une sorte de cadre du couple. Ça peut être pas mal, notamment au niveau fiscal, ça peut avoir des avantages. Le mariage, évidemment, quand on est prêt à franchir le seuil psychologique. Oui, le conjoint est d'accord aussi. Voilà, accessoirement. Oui. Ça peut en effet être une bonne solution. Par contre, petit warning, sous quel régime, il faut aller voir le notaire avant de se marier. Pourquoi? Parce que le mariage, son contrat, si tu te maries comme ça, sans aller voir le notaire, tu seras d'office sous le régime de la communauté. C'est le régime imposé par la loi si tu fais rien. Et ce régime n'est pas très bien adapté aux chefs d'entreprise. Parce que c'est tout ce que tu vas acheter, tu n'auras pas le choix. Tu achètes ton entreprise, elle est commune. Alors, bien sûr, c'est à ton nom, c'est ton entreprise, mais la valeur de ton entreprise, elle reste quand même commune. Tu ne peux pas faire des adaptations, c'est vraiment pas le bon régime pour les chefs d'entreprise. On préconise plutôt la séparation de biens, qu'on peut vraiment adapter sur mesure. S'il y a un bien que tu veux voir fonctionner en commun avec ton conjoint, parce que c'est mieux pour vous comme ça. Bonjour. Installez-vous. Venez avec moi. Vous pouvez rester devant si vous voulez. On était en train de parler de régime matrimonial adapté aux chefs d'entreprise. Donc je te disais, la séparation de biens, ça va te permettre d'adapter, de cloisonner, de choisir, de décider. En fait, tu anticipes qu'est-ce qui va être à toi. Et sur chaque projet, on pourrait vous positionner comme vous le souhaitez. Alors pourquoi le faire avant de se marier si vous n'êtes pas encore marié? C'est parce que si vous le faites après, vous pouvez tout à fait maintenant, mais ça va coûter beaucoup plus cher. Et du coup, oui, par contre, si je suis déjà mariée, rien n'est fichu. Il est encore temps de... C'est toujours possible. C'est toujours possible, mais ça a quand même un coût fiscal et de prédette beaucoup plus lourd selon l'étendue de votre patrimoine. Voilà ce que je peux te dire par rapport à Et du coup, ça. mon conjoint, ou mon mari, ou mon partenaire de PACS, s'il veut travailler avec moi, comment on fait? Est-ce qu'on peut faire ça entre nous, tranquille, ou est-ce qu'il faut bien cadrer les choses? Alors non, maintenant vraiment la loi t'impose de déclarer un statut. Tu as 3 statuts différents. D'ailleurs, je te renvoie si tu veux regarder ça. Tu as le gouvernement qui a fait un tableau très très détaillé et très bien fait. C'est vraiment en fonction du niveau d'implication de ton conjoint dans la société, s'il y a un travail à côté ou pas. Tu ne vas pas choisir la même chose. Soit tu choisis comme associé, mais associé pas en société comme je te présentais, c'est un statut encore différent où il va avoir plus de prérogatives. Soit tu choisis un conjoint salarié, alors là ça va coûter peut-être plus cher à l'entreprise parce que tu vas payer des charges un peu plus élevées. Mais par contre ton conjoint il sera bien protégé au niveau de la maladie, du chômage, ce genre de choses. C'est vraiment au cas par cas, il faut vraiment
aller voir un notaire là-dessus. Du coup, en tant qu'entrepreneur individuel, comme Florence nous a expliqué tout à l'heure, quand on est tout seul, et ben le patrimoine de la société peut être un peu confondu avec le nôtre. Comment est-ce qu'on fait pour protéger son patrimoine? Alors là, il y a une toute nouvelle loi, comme disait Florence, c'est vraiment tout nouveau. Elle est entrée en application il y a 5 jours. C'est vraiment tout nouveau. Sans que vous ayez des démarches particulières à effectuer, vous avez un patrimoine personnel pour vos créanciers personnels, si vous devez des sous à une personne, par exemple la banque pour votre maison, ce genre de choses, et votre patrimoine professionnel qui, lui, sera le seul gage de vos créanciers professionnels. Il y a quand même un bémol entre la théorie et la pratique, c'est votre partenaire privilégié en tant que chef d'entreprise, ça va être la banque. Et la banque, elle va vous demander de lever ses protections pour pouvoir prendre les garanties sur ce qui l'intéresse. Donc, c'est un régime protecteur. C'est bien parce que vous n'avez rien à faire comme démarche. Par contre, vous allez vous retrouver des fois face à une protection un peu illusoire. Voilà. Et la banque va l'exiger. Et du coup, est-ce qu'il y a d'autres choses que tu voulais dire? Par exemple, je sais que le divorce, ça peut par exemple être un problème. Oui, bah alors nous, on voit toujours les catastrophes. Donc, avec le divorce, le décès. Alors, le divorce, il faut juste savoir, c'est surtout si vous êtes marié sans contrat, ça peut poser souci. Parce que, comme je vous disais, votre conjoint peut être propriétaire au niveau valeur de la moitié de votre entreprise. Donc, ça peut poser quand même des soucis parce que je pense que c'est pas souhaitable au moment d'un divorce. Et en cas de décès, ce qui est pas mal, c'est qu'il y a beaucoup d'outils qui permettent d'adapter des changements. Installez-vous, je vous en prie. Et notamment, alors le contrat de mariage, si on veut avantager son conjoint, lui permettre de reprendre le lead sur l'entreprise, ça c'est une solution. Le testament, ça va être un outil très souple, on peut refaire tant qu'on veut, tant qu'on respecte la forme. Alors attention quand même, on va voir un professionnel pour faire un testament, parce que combien de fois on voit un testament qui n'a pas la bonne forme, il ne peut pas s'appliquer, ou vous faites des contradictions maladroites et du coup on comprend ce que vous voulez dire, mais on ne peut pas l'appliquer non plus. Mais le testament, ça peut déjà permettre en termes de transmission de dire voilà, moi mon entreprise, je voudrais qu'elle revienne à telle personne. C'est aussi préparer l'avenir de son entreprise. On ne prépare pas seulement l'avenir de sa famille, c'est aussi préparer l'avenir de son entreprise dans son testament. C'est ça, et encore plus efficace, le mandat effet posthume. Lui, vraiment, c'est un pouvoir, c'est une procuration que tu vas pouvoir faire vraiment sur mesure et dire voilà, si jamais je viens à décéder, la personne la mieux à même de gérer mon entreprise, c'est telle personne. Je lui donne dans ce cas le pouvoir de faire des choses comme ça. C'est un outil assez intéressant. Et donc pour tout ça, on va voir notre notaire. Alors dans la série des catastrophes, le divorce, le décès, et alors l'accident hyper grave qui m'empêche de travailler, qu'est-ce que je fais? Alors, il y a des moyens on peut aussi prévoir des pouvoirs et des mandats adaptés en cas de coma, de choses comme ça. Mais ce qu'il faut surtout voir, c'est tout ce qui est prévoyance. Il y a des contrats qui sont adaptés pour ça. Alors là, c'est pas du tout le rôle du notaire, ça va plutôt être un spécialiste comme Raphaël qui va pouvoir intervenir sur ce sujet. On va lui demander, alors merci beaucoup Eva. Bonjour Raphaël. Bonjour Anne. Alors toi tu t'occupes de la prévoyance, du coup moi avant j'étais salariée, quand j'étais malade ou quand je me cassais la jambe au ski, pas de problème, j'étais en arrêt de travail, mon employeur me protégeait. Maintenant que je suis chef d'entreprise, comment ça marche? On m'a parlé de prévoyance, qu'est-ce que c'est exactement que la prévoyance? Alors en effet, effectivement, quand tu étais salarié, tu ne posais pas la question et tu ne savais même pas forcément ce que c'était parce que ton employeur, en tant que cadre, avait l'obligation effectivement de souscrire une prévoyance pour toi. Et c'est intéressant parce que ça fait de lien effectivement avec ce que disait Eva. La prévoyance, ça va effectivement permettre, c'est tous les dispositifs qui vont permettre de couvrir donc, le chef d'entreprise, de préserver son revenu et celui de sa famille en cas notamment de décès. Et donc, en cas de décès, il faut prévoir quelque chose. Qu'est-ce qui se passe en cas de décès? De quoi on a besoin? De quoi la famille a besoin? Et comment ça se passe si je ne suis plus là demain? Ça, c'est très particulier en fonction de qui on est, parce qu'on n'est pas tous égaux, et dans les différentes phases de la vie aussi, on évolue. C'est-à-dire qu'il peut y avoir un moment où on a besoin de beaucoup de choses, et puis après moins, et vice-versa.
également tout ce qui va se passer si on est invalide. Le problème de l'invalidité, c'est que si on est invalide toute sa vie. Et toute sa vie, on ne peut plus travailler. Donc il faut quand même prévoir qu'est-ce qui se passe si demain on ne peut plus travailler. Et enfin, c'est aussi ce qui se passe si on est en arrêt de travail. Donc en arrêt de travail, c'est quoi? Ça commence à 1 an et puis ça se prolonge en l'absence en Dieu. Donc ce qu'il existe, c'est un premier niveau de couverture qui est le niveau de couverture des régimes obligatoires. Et pour revenir à ce que disait Florence tout à l'heure, on n'est pas couvert de la même manière en fonction du statut qu'on a. Donc en fait, ici, je pense que dans la salle, entre ceux qui veulent se créer et ceux qui sont créés, vous allez avoir 3 grands types de statut. Donc l'entrepreneur individuel, vous êtes souvent en auto-entrepreneur. C'est comme ça que vous démarrez. Pourquoi? Parce que c'est facile, c'est simple, ça ne coûte pas cher, vous payez peu de charges. Vous payez peu de charges, mais du coup, vous n'êtes pas très bien couvert. Donc ça, il faut y penser aussi. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vous allez pouvoir être en SARL. Donc là, vous allez être travailleur non salarié, vous allez cotiser à la sécurité sociale des indépendants, de la même manière que votre entrepreneur. Et enfin, vous pouvez être en président de SASU. Et là, vous allez cotiser au régime de la sécurité sociale. Ce qui va vous, en termes de maladie, vous apporter à peu près les mêmes garanties, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on cotise sur la base de ce dont on se paye. Donc il faut quand même réfléchir à ça, c'est-à-dire qu'à un moment donné, si on ne se paye pas, on n'a droit à rien par les régimes obligatoires. Et ça, il faut y penser, d'une part. Et la première chose, c'est qu'il faut un certain temps avant d'avoir droit à ça. Donc ça veut dire que pendant la première année, on a droit à rien. On a droit à rien, heureusement. Au bout d'un an, on a droit à quelque chose, mais ce quelque chose il est souvent pas suffisant, puisqu'il va être maximum égal à 50% du revenu en cas de maladie. Maximum. Et alors, en tant qu'auto-entrepreneur, c'est important de le dire, parce que je pense qu'il y en a beaucoup dans la salle qui le sont, c'est que la base de calcul, ça va être le chiffre d'affaires après l'abattement. Donc, en fonction du type d'électronique au BSC, ça va être après l'abattement. Donc, ça peut être pas grand-chose, en fait. Voilà. Pour ça, il faut y penser. Et en matière d'invalidité, c'est pareil. Vous allez avoir maximum 50% de votre revenu, ce qui fait que si vous êtes en auto-entrepreneur ou même si vous êtes en démarrage de votre activité, qu'il vous arrive quelque chose la première année, toute votre vie, vous n'aurez rien. Donc c'est comme ça, c'est important de le comprendre. C'est des choses auxquelles on ne pense pas quand on est salarié, parce que de toute façon, heureusement, il vous est rien arrivé. Et on n'a pas eu besoin d'activer une prévoyance qui existait. Donc, qu'est-ce qu'il faut couvrir? Il faut couvrir la différence. Donc la différence, c'est la différence de revenus, entre ce que va verser le régime obligatoire et le revenu qu'on a aujourd'hui. Et en matière d'invalidité, c'est encore plus important de le couvrir, parce que si on est invalide toute sa vie, on ne va plus cotiser pour la retraite, et potentiellement on va avoir besoin de se reconvertir, etc. Donc on a beau dire quand on est invalide, on dépense moins, en fait, pas forcément. Quand on est invalide, on a besoin d'argent. Voilà. Et le dernier point, c'est les frais professionnels. Si vous êtes malade, vous n'allez pas pouvoir générer du chiffre d'affaires dans votre entreprise et donc vous n'allez pas pouvoir payer vos charges. Pas payer vos charges fixes. La prévoyance pour un travailleur non salarié, ça sert à ça. Ça sert aussi à prévoir ce que l'entreprise ne pourra pas faire. Donc ça peut prendre en charge mon loyer, par exemple. Par exemple. Mon loyer professionnel. Exactement. Exactement. Ton loyer, toutes les charges fixes, ça peut prendre aussi en charge des charges sociales. On paye sur les médicaments. Voilà, globalement. Hop. Et du coup, il faut faire attention quand on choisit, il faut venir voir quelqu'un comme toi pour pouvoir faire un bilan, un audit de quoi on a besoin exactement et à quoi il faut faire attention. Alors c'est ça, en fait, la prévoyance individuelle, elle est individuelle. Donc si vous venez me voir, on va vous faire signer un contrat avec vous, parce qu'il faut qu'on y réfléchisse. Donc d'abord, on va regarder qui vous êtes. Qui vous êtes, quelle est votre structure familiale, quelles sont les garanties que vous avez aujourd'hui, quel est, à travers votre business plan, votre objectif de rémunération, comment on se couvre par rapport à ça, quel est votre budget aussi. Tout ça, c'est un équilibre entre le budget. Quelles sont vos garanties patrimoniales, etc. Et on va regarder cet ensemble-là, et à partir de ça, on va établir le besoin. C'est surtout ce à quoi il faut faire très attention, c'est à son assurabilité, parce que tout le monde le sait, tout le monde raille contre les assurances, en disant de toute façon je paye, et puis le jour où il m'arrive quelque chose, je n'ai rien. En fait, c'est pour ça qu'il faut s'assurer, parce que les assurances, c'est des entreprises qui sont censées être à l'équilibre, donc un équilibre entre les cotisations et les prestations. On ne va pas assurer quelqu'un qui est malade. Donc il faut s'assurer avant d'être malade. Parce que le jour où on sera malade, ce sera trop tard. Voilà.
Donc c'est ça qu'il faut regarder, et il ne faut surtout pas se dire bah, aujourd'hui je ne gagne rien donc je ne m'assure pas. Non, c'est pas vrai. Aujourd'hui je suis chef d'entreprise, même si je suis au chômage, je suis chef d'entreprise, donc j'ai une activité, je peux m'assurer en prévoyance. À un minimum, parce que l'idée c'est quand même pas de plomber les comptes de la société par la prévoyance, mais de rentrer dans la prévoyance le plus tôt possible pour ne pas se dire un an après, oh mince, j'ai eu un cancer parce que j'étais stressée par mon entreprise, etc. Et c'est trop tard, je ne peux plus m'assurer. Voilà. Ensuite, il faut le faire aussi, pourquoi bah, pour ne pas fragiliser la santé financière, vous montez votre entreprise, vous voulez qu'elle fonctionne, vous voulez qu'elle marche, et vous ne voulez pas qu'elle soit fragilisée par une maladie qui pourrait empêcher de travailler de manière régulière. Alors c'est sûr, c'est pas très drôle ce dont je parle, mais moi je prends souvent l'exemple d'un cancer. Quand on a un cancer, on peut quand même travailler. On va travailler en dents de scie. Et le fait d'avoir quelque chose qui nous permet d'être un peu plus sécurisé financièrement, ça nous permet aussi de mettre en place des choses sur l'entreprise, peut-être payer un remplaçant quand on n'est pas là. Savoir aussi que l'argent rentre et que du coup on est moins stressé par le développement du business. Enfin tout ça ce sont des choses qui vont nous permettre de guérir plus facilement. Ensuite, ce qu'il faut regarder aussi dans les types de prévoyance, alors moi dans mon métier sur les chefs d'entreprise, je ne propose que des garanties forfaitaires. Forfaitaire ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on va s'entendre sur le montant d'une prestation qui va vous être versée le jour où ça va vous arriver. Pour ça, on va regarder à quel est votre niveau de état de santé, etc. Mais une fois qu'on a acté le fait que vous êtes assurable, on va s'entendre là-dessus. On ne va pas vous demander combien vous gagnez pour vous verser la prestation. Si je vous assure pour 2 000 € par mois, le jour où vous êtes malade, vous aurez 2 000 € par mois. On ne va pas aller vous demander votre avis d'imposition, etc. Et ça, c'est important de le savoir parce que ça permet d'être sécurisé aussi. Et ça permet d'encaisser le haut et le bas. Et c'est aussi pour ça qu'il faut faire évoluer ces garanties. Parce qu'on n'a pas toujours le même besoin. Au début, on va s'assurer peut-être pour un minimum, peut-être 1 500 €. Et puis, on va croître, et nos besoins vont croître, et on va avoir besoin de s'assurer pour plus. Ou à l'inverse, on peut s'assurer pour un certain niveau à un moment donné, et puis avoir des difficultés à un moment donné, et là, il faut revoir le besoin en dessous. Voilà. Donc, c'est pour ça que dans la logique patrimoniale, l'idée, c'est de se voir, enfin, moi, dans l'accompagnement que je fais, on se voit au moins 1 fois par an, pour faire un état des lieux sur la situation à ce moment-là. C'était très clair, merci. J'ai tout compris. C'est tout compris. Pour une fois. Du coup, ça c'était pour la prévoyance, si jamais j'étais malade. Et alors maintenant, pour ma retraite, il paraît qu'en tant que chef d'entreprise, si on ne fait rien, on n'a quand même pas grand-chose à la fin. Qu'est-ce qu'on peut faire pour pallier à ça? Alors, la retraite, c'est vrai que c'est un vaste sujet. On en parle beaucoup en ce moment. On en parle beaucoup. Pourquoi? Parce que ça. Parce qu'on a de moins en moins de cotisants par rapport au nombre de retraités. Ça, c'est la première chose. Ensuite, la retraite, c'est 25% du budget de l'État. Donc, vous avez compris que le budget de l'État, il a ses limites et que vous voyez bien que l'État, petit à petit, se désengage de la retraite. Ensuite, l'autre point, c'est que on vit de plus en plus longtemps. Donc, quand on part à la retraite, entre 65 et 67, on a encore 25 ans devant nous. Donc, 25 ans devant nous, il faut qu'on ait un peu d'argent pour pouvoir vivre. Et puis, dans ces 25 ans, on a potentiellement un risque de dépendance à un moment donné. Il faut quand même prévoir aussi tout ça. Je suis encore pas très drôle dans ce que je raconte, mais une fois qu'on l'a fait, qu'on l'a dit, c'est fait, on n'en parle plus, on est tranquille. Donc ça, c'est les premières bases. Et puis l'autre sujet, c'est que quand on est entrepreneur, on ne cotise pas de manière régulière. C'est-à-dire quand on est salarié, on est sur une phase un peu croissante de revenus, donc globalement on cotise de manière régulière et voilà, c'est à peu près ce qu'on va avoir. Quand on est entrepreneur, on peut avoir des hauts et des bas et potentiellement on peut avoir, même si on est sur un revenu à peu près croissant équivalent, la logique c'est qu'on est à peu près 50% à la retraite du revenu qu'on a aujourd'hui, mais ça c'est pas forcément le cas quand on est entrepreneur pour la bonne et simple raison, c'est qu'on ne cotise pas d'une part et d'autre part, en fonction de sur quel régime on est, pas de la même manière non plus. Voilà, donc c'est pour ça que, heureusement, la vie est bien faite, on va essayer de se construire un complément de retraite. Alors il y a tout un tas de manières de se construire un complément de retraite. Moi j'ai tendance à dire que la base, c'est d'avoir sa résidence principale, c'est sa première retraite. Et ça, c'est pas moi qui le vends. Il faut faire l'assurance de prêt, mais pas là. Ensuite, après on peut construire
plusieurs manières, mais il y a un dispositif qui est très intéressant, c'est le plan épargne retraite, qui permet en fait d'épargner, alors soit via son entreprise, soit en individuel, et d'utiliser une enveloppe de déduction fiscale. C'est-à-dire, pour faire simple, ce que vous allez épargner va venir en moins de votre revenu imposable. Et cette épargne, elle va être bloquée jusqu'à la retraite, mais elle va être potentiellement débloquable dans des cas d'accident de la vie, donc des cas graves comme le décès d'un conjoint, comme une invalidité, comme l'arrêt de surendettement, etc. Mais surtout, et c'est important de le retenir pour vous en tant qu'entrepreneur, peut être débloquable en cas de liquidation judiciaire. Donc c'est une certaine forme de prévoyance aussi chômage, parce que vous n'avez pas de chômage. Donc ça vous permet de mettre de l'argent de côté, qui est déductible de vos impôts, et qui pourra être sorti sans fiscalité si vous arrivez à un accident de la vie avant la retraite. Donc l'enveloppe fiscale, je vous en ai parlé, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques parce que ce n'est pas le lieu. L'idée c'est que si ça vous intéresse, on en parle, mais pas de rentrer dans ces détails-là. Par contre, donc, les prestations, je vous en ai un peu parlé, ça peut être sorti, donc, comme je vous l'ai dit, en anticipé. Et au moment de la retraite, ça peut être sorti soit en capital, en une seule fois, soit en rente. Et la logique, c'est plutôt d'aller. Enfin, la logique de l'épargne retraite, c'est de compléter la rente que versent les régimes obligatoires. Les régimes obligatoires, ils vont vous verser une rente jusqu'à la fin de vie. Et ça, c'est le plan épargne retraite a cette même logique. Voilà, madame. Eh bien, écoute, ça fait beaucoup de choses à réfléchir, mais j'ai tout compris. C'est vrai. Jusque-là, ça va, il n'y a plus qu'à, j'ai envie de dire. Bah oui. À se lancer, Il n'y a plus qu'à gagner des sous, trouver des clients, et puis voilà. et te faire connaître maintenant. Il n'y a plus qu'à te faire connaître. Ça me faire connaître, normalement, je devrais y arriver, c'est quand même mon métier, donc il n'y a pas de souci, la présence web, je devrais pouvoir la gérer. Bah écoute, il va falloir que tu nous en dises un petit peu plus, parce que nous, en l'occurrence, c'est pas du tout notre métier. Et si tu peux nous expliquer un petit peu tout ça. Mais tout à fait, je vais le faire, merci Raphaël. Du coup, moi, mon métier, justement, c'est d'accompagner les gens comme toi, les entrepreneurs individuels, les sociétés, les petites entreprises, à gérer leur présence web. Florence nous en a parlé tout à l'heure, une fois qu'on a choisi son nom, une fois qu'on a choisi son logo, qu'on a bien vérifié qu'il n'était pas déjà pris par quelqu'un d'autre, qu'on l'a déposé, on va pouvoir un site web. Le site web, alors il y a plein de manières de se faire connaître, hein, on est d'accord, il y a le bouche à oreille, les cartes de visite, on les a laissées tout à l'heure, les salons, le boîtage de prospectus dans les boîtes aux lettres, elles se valent toutes, c'est toutes des bonnes manières de se faire connaître selon ce qu'on fait. En revanche, il y a un incontournable aujourd'hui, c'est quand même le site web, c'est un petit peu la carte de visite 2.0, parce que en fait, le premier réflexe que quelqu'un va avoir quand tu rencontres quelqu'un dans un salon ou un événement de networking, c'est qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas le chercher sur Google, et donc moi, mon métier, c'est de faire en sorte que premièrement, tu trouves quelque chose sur cette personne, et deuxièmement, que ce que tu trouves présente une image que tu veux donner qui correspond à ton savoir-faire et à l'image que tu veux donner. Donc du coup, le site web va permettre de mettre en valeur ton savoir-faire, te présenter, faire un lien vers tes réseaux sociaux et vers les différentes manières de te contacter. On va également y mettre ton numéro de téléphone, le bon, ton formulaire de contact, enfin bref, un moyen de te contacter. Et très important, une page actualité, c'est ce qu'on appelait dans les années 2000 le fameux blog. Donc ça peut paraître ultra ringard, mais en fait pas du tout. La page actualité, c'est ce qui va permettre de faire du référencement naturel. Mais qu'est-ce que c'est que ça, le référencement naturel? Alors, le référencement naturel, c'est pas très compliqué, c'est ce qui va permettre tout simplement quand on te cherche sur un moteur de recherche, de te trouver et que tu arrives le plus haut possible dans les pages de résultats, et ça sans payer, parce que si tu peux payer, tu peux acheter ta place dans les moteurs de recherche, ou alors tu peux travailler ton référencement naturel, c'est-à-dire pour remonter devant tes petits camarades et quand tu apparaisses en premier dans les résultats de recherche. Comment tu fais ça? Il faut publier régulièrement du contenu de qualité, c'est ce qu'on appelle de la stratégie de marketing de contenu, du content marketing. Et ce contenu, il faut qu'il réponde à la fois aux intérêts de tes clients et à la fois aux normes des moteurs de recherche. Parce que les moteurs de recherche, il y a 20 ans, on pouvait les tromper en leur mettant un maximum de mots-clés et en leur disant référence-moi, tu verras c'est bien, mais s'il n'y avait pas de matière derrière, ils ne s'en apercevaient pas. Maintenant, ils sont super malins, et si le contenu n'est pas réellement intéressant pour tes clients, tu vas dégringoler dans les recherches Google. Donc ça fait partie
ce que je fais moi. Ah oui, c'est vraiment un vrai métier, parce que moi je suis pas capable de le faire toute seule. Non, puis c'est surtout c'est ultra chronophage, donc c'est pour ça qu'on fait pas appel à des gens pour le faire. Après, si tu as une plume particulière et beaucoup de temps à mettre là-dedans, il est totalement possible de le faire soi-même, mais c'est vrai que ça répond à des normes. Il ne faut pas faire n'importe quoi là-dessus, comme il ne faut pas faire n'importe quoi sur les réseaux sociaux non plus. Mais alors, sur les réseaux sociaux, alors on en parle des réseaux sociaux parce que tout le monde nous dit qu'il faut que je me mette sur les réseaux sociaux. Alors les réseaux sociaux c'est un autre problème, c'est un autre objectif. Ça va te permettre, parce que avoir une page LinkedIn c'est bien, mais c'est pas ça qui va te permettre de te référencer naturellement aussi efficacement qu'un site web. Donc, il faut avoir un site web entretenu, le minimum vital, une petite coquille vide, mais qui permet d'avoir quelque chose de propre pour te présenter. Et il faut avoir aussi des réseaux sociaux à jour. Les réseaux sociaux, ça te sert à te positionner en tant qu'expert de ton domaine. Tu as plein de choses à raconter, tu nous l'as prouvé tout à l'heure, et tu vas pouvoir donner des conseils aux gens comme tu le ferais avec tes clients, mais sur les réseaux sociaux. Ça veut dire que tu vas rentrer dans le quotidien des gens, et le jour où ils auront besoin d'une experte en prévoyance, ils diront bah, tiens, Raphaël, quand elle raconte des trucs sur LinkedIn, je comprends tout ce qu'elle me dit, c'est très clair, et elle m'a parlé de ce dernier produit qui est sorti, elle m'a parlé de cette dernière réforme, et du coup c'est elle que je vais voir pour souscrire. Ça permet aussi de t'humaniser, de te donner une voix, un ton particulier, donc de te démarquer de tes petits camarades, et de faire grandir ta communauté, parce que le plus de personnes te suivent sur les réseaux sociaux, et plus de clients potentiels tu pourras avoir. Il ne s'agit pas d'être partout, parce que c'est pas possible, encore une fois c'est ultra chronophage, il faut choisir les plus pertinents pour ton expertise et pour ton entreprise, et on conseille à peu près 2 réseaux sociaux pour commencer, parce que voilà, on va pas diluer notre talent non plus. Alors tu me diras comment choisir les réseaux sociaux, parce que c'est vrai qu'il y en a un certain nombre, vous avez mis les principaux, mais alors il en existe des dizaines, certains très spécifiques, des réseaux sociaux de niche. Là, on peut faire une interrogation orale, hein, parce qu'on connaît tous les logos. Instagram, Twitter, LinkedIn, Facebook. Ça dépend réellement de là où sont tes clients. Instagram, pour ton cœur de métier, par exemple, je ne suis pas sûre que tu trouves grand monde. Mais ça peut être le cas de, je sais pas, de créatrice de bijoux, par exemple, ou de quelqu'un qui fait quelque chose d'assez visuel. Ça peut être utile. Twitter, c'est vraiment ultra connecté, c'est le réseau social le plus rapide. Ça demande vraiment beaucoup d'alimentation, mais ça peut être un étude de veille très intéressant pour savoir ce qui se fait, ce qui se dit un petit peu partout. LinkedIn, c'est le réseau professionnel. Quand on fait du B2B, c'est indispensable. Quand on fait du B2C, pourquoi pas, parce qu'après tout, on peut se dire que même les personnes privées ont aussi une vie professionnelle, donc elles sont susceptibles d'avoir un compte LinkedIn également. Et enfin, Facebook, ça commence à devenir un peu le réseau social des vieux, hein. C'est pas là où on va trouver les plus jeunes, mais ça peut permettre aussi de faire un certain nombre de choses, de faire des campagnes marketing et d'être un canal de vente aussi. Ça, c'est intéressant, si jamais on a des choses à vendre. Tac. Du coup, moi, comme je te l'ai dit tout à l'heure, mon but, c'est la présence web. Et quand on construit sa présence web, en plus du site web, en plus des réseaux sociaux, il y a plein d'autres choses auxquelles il faut penser. C'est quand même assez touffu. Il faut penser à sa charte graphique, il faut penser à son planning éditorial, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on raconte, sur quel réseau, à quel moment, selon quel planning. Il faut penser à tout ce qui va animer notre communauté. Il faut en prendre en compte les aspects légaux. On connaît tous les fameux cookies, la protection des données personnelles, etc., etc. Tout ça, c'est des choses auxquelles il faut penser. Donc, en gros, c'est comme tout, hein, c'est comme la prévoyance, c'est comme la protection de la famille, c'est comme les experts comptables. Il faut se faire accompagner par des experts et par des professionnels, parce que sinon, on ne se sent pas. Ah, mais je pense que tu as raison, la seule solution pour s'en sortir en tant que chef d'entreprise, c'est de savoir faire confiance aux gens qui peuvent nous accompagner. Exactement. Hop. Du coup, je pense qu'on a fait le tour de tout ce dont on pouvait se poser comme question pour un démarrage et pour un début. Et merci de nous avoir écoutés.